L'action humaine, édition française, Presse universitaire de France, 1985, par Ludwig von Mies, traduit par Raoul Audouin. Introduction. L'économie et paraxéologie. L'économie est la plus jeune de toutes les sciences. Dans les 200 dernières années, il est vrai, nombre de sciences nouvelles ont émergé des disciplines familières aux anciens Grecs. Toutefois, ce qui s'est produit là fut simplement que des parties du savoir qui avaient déjà trouvé leur place dans le complexe du vieux système des connaissances accédèrent à l'autonomie. Le champ d'étude devint plus nettement subdivisé et traité selon des méthodes nouvelles. Des provinces jusqu'alors inaperçues y furent découvertes et l'on commença à voir des choses sous des aspects différents de ceux aperçus par les prédécesseurs. Le champ lui-même n'est pas élargi, mais l'économie ouvrit à la science des hommes un domaine précédemment inaccessible et auquel on n'avait jamais pensé, la découverte d'une régularité dans la succession et l'interdépendance de phénomènes de marché allait au-delà des limites du système traditionnel du savoir. Elle apportait un genre de connaissance qui ne pouvait être considéré comme relevant de la logique, des mathématiques, de la psychologie, de la physique, ni de la biologie. Les philosophes avaient depuis longtemps ardemment désiré identifier les buts que Dieu, ou la nature, cherchait à atteindre au travers du déroulement de l'histoire humaine. Ils étaient en quête de la loi qui gouverne la destinée et l'évolution du genre humain. Mais même les penseurs dont la recherche était indépendante de toute tendance théologique échouèrent totalement dans ces entreprises. Parce qu'ils étaient attachés à une méthode erronée, ils traitaient de l'humanité dans son ensemble, ou d'autres concepts globaux tels que la nation, la race, la confession religieuse. Ils formulaient de façon tout arbitraire des fins auxquelles devaient forcément conduire les comportements de tels ensembles, mais ne purent donner de réponse satisfaisante à la question de savoir quels facteurs contraignaient les divers individus agissant à se comporter de telle sorte que soit atteint le but visé par l'inexorable évolution de l'ensemble. Ils recoururent à des expédients sans issue, interventions miraculeuses de la divinité, soit par révélation, soit par délégation de prophètes parlant en son nom, ou de chefs consacrés par Dieu, harmonie préétablie, prédestination, ou encore des opérations d'une mystique et fabuleuse âme du monde ou âme nationale. D'autres parlèrent d'une ruse de la nature, qui implantait en l'homme des tendances le poussant à son insu dans la voie précise que la nature voulait qu'il prît. D'autres philosophes furent plus réalistes. Ils ne cherchaient pas à deviner les desseins de la nature ou de Dieu, ils envisagèrent les choses humaines du point de vue du pouvoir. Ils se proposèrent d'établir des règles d'action politique, une technique pour ainsi dire du gouvernement et de la fonction de l'homme d'État. Des esprits spéculatifs dressèrent des plans ambitieux pour réformer complètement et reconstruire la société. Les plus modestes se contentèrent de recueillir et mettre en système les données de l'expérience historique, mais tous étaient pleinement convaincus qu'il n'y avait dans le cours des événements sociaux aucune régularité et fixité de phénomènes, du genre de celles que l'on avait déjà découvertes dans le fonctionnement du raisonnement humain ou dans l'enchaînement des phénomènes naturels. Ils ne cherchèrent pas des lois de la coopération sociale, parce qu'ils pensaient que l'homme peut organiser la société comme il lui plaît. Si les conditions sociales ne répondaient pas pleinement aux vœux des réformateurs, si leur utopie s'avérait irréalisable, la faute en était imputée à la déficience morale de l'homme. Les problèmes sociaux étaient considérés comme des problèmes éthiques, ce qui était requis pour construire la société idéale. Pensaient-ils étaient de bons princes et des hommes vertueux, avec des hommes au cœur droit, n'importe quelle utopie pourrait devenir réalité. La découverte de l'inéluctable interdépendance de phénomènes de marché fit s'effondrer cette façon de penser. Désorientés, les gens durent prendre conscience d'une nouvelle vision de la société. Ils apprirent avec stupéfaction qu'il y a un autre point de vue d'où examiner l'action de l'homme, que ceux du bien et du mal, du loyal et du déloyal, du juste et de l'injuste. Dans le déroulement des faits sociaux règne une régularité de phénomènes à laquelle l'homme doit ajuster ses actions s'il désire réussir.
il est futile de se placer devant les faits sociaux avec l'attitude du censeur qui approuve ou désapprouve sur la base de critères tout à fait arbitraires et de jugements de valeur subjectifs. Il faut étudier les lois de l'agir humain et de la coopération sociale comme le physicien étudie les lois de la nature. L'agir humain et la coopération sociale conçues comme l'objet d'une science de relations de faits et non plus comme une discipline normative quant à ce que les choses devraient être, ce fut là une révolution d'énorme portée pour le savoir et la philosophie, aussi bien que pour l'action en société. Pendant plus de 100 ans, toutefois, les effets de ce changement radical dans les méthodes de raisonnement se trouvèrent grandement restreints parce que l'on crut que seul était affecté un étroit secteur du champ total de l'agir humain, à savoir les phénomènes de marché. Les économistes classiques rencontrèrent en poursuivant leurs investigations un obstacle qu'ils ne surent écarter, l'apparent paradoxe de la valeur. Leur théorie de la valeur était déficiente et cela les força à restreindre le champ de vision de leur science. Jusque vers la fin du XIXe siècle, l'économie politique resta une science des aspects économiques de l'agir humain, une théorie de la richesse et de l'intérêt égoïste. Elle s'occupait de l'agir humain uniquement dans la mesure où il est motivé par ce qu'on décrivait, de façon très inadéquate, comme le mobile du profit, et elle affirmait qu'il y a outre d'autres sortes d'actions de l'homme dont l'étude incombe à d'autres disciplines. La transformation de la pensée que les économistes classiques avaient commencée ne fut poussée à son achèvement que par l'économie subjectiviste moderne qui a transformé la théorie des prix de marché en une théorie générale du choix humain. Pendant longtemps, on ne s'est pas avisé du fait que le passage de la théorie classique et de la valeur à la théorie subjective de la valeur faisait bien davantage que de substituer une théorie plus satisfaisante de l'échange sur le marché à une théorie qui était moins satisfaisante. La théorie générale du choix et de la préférence va loin au-delà de l'horizon qui cernait le champ des problèmes économiques tels que l'avaient délimité les économistes depuis Cantillon, Hume et Adam Smith jusqu'à John Stuart Mill. C'est bien davantage qu'une simple théorie du côté économique, des initiatives de l'homme, de ses efforts pour se procurer des choses utiles et accroître son bien-être matériel, c'est la science de tous les genres de l'agir humain. L'acte de choisir détermine toutes les décisions de l'homme. En faisant son choix, l'homme n'opte pas seulement pour les divers objets et services matériels. Toutes les valeurs humaines s'offrent à son opinion, toutes les fins et tous les moyens, les considérations tant matérielles que morales, le sublime que le vulgaire, le noble et l'ignoble, sont rangées en une série unique et soumises à une décision qui prend telle chose et en écarte telle autre. Rien de ce que les hommes souhaitent obtenir ou éviter ne reste en dehors de cet arrangement en une seule gamme de gradations et de préférences. La théorie moderne de la valeur recule l'horizon scientifique et élargit le champ des études économiques. Ainsi émerge de l'économie politique, de l'école classique, une théorie générale de l'agir humain, la paraxéologie. Les problèmes économiques ou catalactiques sont enracinés dans une science plus générale et ne peuvent plus désormais être coupés de cette connexité. Nulle étude de problèmes proprement économiques ne peut se dispenser de partir d'actes de choix. L'économie devient une partie, encore la mieux élaborée jusqu'à présent, d'une science plus universelle, la paraxéologie. 2. Le problème épistémologique d'une théorie de l'agir humain. Dans la nouvelle science, tout paraissait faire problème. C'est une étrangère dans le système traditionnel des connaissances. Les gens étaient perplexes, ne sachant comment la classer et lui assigner son domaine propre. Mais d'autre part, ils étaient convaincus que l'introduction de l'économie dans le catalogue du savoir n'appelait pas un réarrangement ou un élargissement du schéma général. Ils considéraient leur catalogue systématique comme complet. Si l'économie ne s'y insérait pas commodément, la faute ne pouvait en être imputée qu'à un traitement inadéquat appliqué par les économistes à leurs problèmes. C'est méconnaître complètement la signification des débats concernant l'essence, le domaine et le caractère logique de l'économie, que de les disqualifier comme autant de controverses scolastiques.
entre de pédantesques professeurs. C'est une faute de perspective fort répandue de considérer que, tandis que les pédants gaspillent de vaines paroles au sujet de la méthode la plus appropriée pour conduire la recherche de l'économie, elle-même, indifférente à ces disputes oiseuses, allait tranquillement son chemin. Dans la querelle des méthodes entre les économistes autrichiens et l'école historique prussienne, ceux qui se qualifiaient eux-mêmes de gardes du corps intellectuel de la maison de Hohenzollern, dans les discussions entre l'école de John Bate Clark et les institutionnalistes américains, l'enjeu était bien plus vaste que la question de la procédure la plus fructueuse possible. Le vrai problème concernait les fondements épistémologiques de la science de l'agir humain, ainsi que sa légitimation logique, parce qu'il partait d'un système épistémologique auquel la pensée paraxéologique était inconnue, et d'une logique qui ne reconnaissait pour scientifique, à part la logique des mathématiques, que les sciences naturelles et l'histoire. Beaucoup d'auteurs tentèrent de nier la valeur et l'utilité de la théorie économique. L'historicisme chercha à la remplacer par l'histoire économique. Le positivisme préconisa de lui substituer une science sociale imaginaire qui devait adopter la structure logique et le plan d'ensemble de la mécanique newtonienne. Ces deux écoles ne se trouvaient d'accord pour rejeter radicalement tout ce qu'avait acquis la pensée économique. Il était impossible pour les économistes de garder le silence devant de telles attaques. Le radicalisme de cette condamnation globale de l'économie fut très tôt surpassé par un nihilisme encore plus universel. De temps immémoriaux, les hommes, en pensant, parlant et agissant, avaient tenu l'uniformité et l'immutabilité de la structure logique de l'esprit humain par un fait indubitable. Toute recherche scientifique était fondée sur cette hypothèse. C'est dans les discussions à propos du caractère épistémologique de l'économie que pour la première fois dans l'Antiquité humaine, des auteurs nièrent aussi ce postulat. Le marxisme affirme que la pensée d'un homme est déterminée par son appartenance de classe. Chacune des classes sociales et sa logique propre. Le produit de la pensée ne peut être rien d'autre qu'un déguisement idéologique. Des égoïstes, intérêts de classe, de celui qui pense. C'est la mission d'une sociologie de la connaissance que de démasquer les philosophes et les théories scientifiques et de démontrer le vide de leurs idéologies. L'économie est un trompe-l'œil bourgeois. Les économistes sont des parasites du capital. Seule la société sans classe de l'utopie socialiste substituera la vérité aux mensonges idéologiques. Ce polylogisme fut enseigné plus tard sous diverses autres formes encore. L'historicisme affirme que la structure logique de la pensée de l'homme et de son action est sujette à changement dans le cours de l'évolution historique. Le polylogisme radical assigne à chaque race une logique à laquelle, finalement, il y a l'irrationalisme soutenant que la raison en tant que telle n'est pas apte à élucider les forces irrationnelles qui déterminent le comportement de l'homme. De telles doctrines débordent considérablement des limites de l'économie. Elles mettent en question non seulement l'économie et la paraxéologie, mais tout autre savoir, tout raisonnement humain en général. Elles impliquent des mathématiques et la physique tout autant que l'économie. Il semble donc que la tâche de les réfuter n'incombe à aucune branche du savoir en particulier, mais à l'épistémologie, à la philosophie. Cela fournit une apparence de justification à l'attitude de ces économistes qui continuent tranquillement leurs études sans se soucier des problèmes épistémologiques ni des objections soulevées par le polylogisme et l'irrationalisme. Le physicien n'attache pas d'importance au fait que quelqu'un stigmatise ces théories comme étant bourgeoises, occidentales ou juives. De même, l'économiste devrait ignorer les détracteurs et les diffamateurs. Il devrait laisser aboyer les chiens et ne prêter aucune attention à leurs jappements. Il lui sied de se soutenir de l'aphorisme de Spinoza, de même que la lumière manifeste correctement à la fois elle-même et les ténèbres, ainsi la vérité est à la fois la mesure d'elle-même et de l'erreur. Toutefois, la situation n'est pas, en ce qui concerne l'économie, tout à fait la même que pour les mathématiques et les sciences naturelles. Le polylogisme et l'irrationalisme attaquent la paraxéologie et l'économie. Quoiqu'ils formulent leur thèse dans des généraux
dans des généraux se référant à toutes les branches du savoir. Ce sont les sciences de l'agir humain qui sont visées par eux. Ils disent que c'est une illusion de croire que la recherche scientifique puisse obtenir des résultats valables pour les gens de toute époque, race et classe sociale, et ils prennent plaisir à discréditer certaines théories physiques et biologiques, qualifiées de bourgeoises ou d'occidentales. Mais quand la solution de problèmes pratiques exige d'appliquer ces doctrines diffamées, ils oublient leurs critiques. La technologie de la Russie soviétique utilise sans scrupule tous les acquis bourgeois, en physique, chimie et biologie, exactement comme si ces connaissances étaient valables pour toutes les classes sociales. Les ingénieurs et physiciens nazis ne dédaignent pas d'utiliser des théories découvertes et inventions de genre, de race et de nationalité inférieures. Le comportement des individus de toutes les races, nations et religions, groupes linguistiques et classes sociales prouve clairement qu'ils n'adhèrent aucunement aux doctrines du polylogisme et de l'irrationalisme, mais pour autant qu'il s'agit de logique, de mathématiques et de sciences naturelles. Toutefois, la situation n'est pas en ce qui concerne l'économie tout à fait la même que pour les mathématiques et les sciences naturelles. Le polylogisme de l'irrationalisme attaque la paraxiologie et l'économie, quoiqu'ils formulent leur thèse dans des termes généraux et se référant à toutes les branches du savoir. Ce sont des sciences de l'agir humain qui sont visées par eux. Ils disent que c'est une illusion de croire que la recherche scientifique puisse obtenir des résultats valables pour tous les gens de toute époque, de toute race et de toute classe sociale, et ils prennent plaisir à discréditer certaines théories physiques et biologiques qualifiées de bourgeoises ou d'occidentales. Mais quand la solution des problèmes pratiques exige d'appliquer des doctrines diffamées, ils oublient leurs critiques. Mais il en va tout autrement de la paraxiologie et de l'économie. Le principal motif du développement des doctrines polylogistes, historicistes et rationalistes a été la recherche d'arguments permettant de ne pas tenir compte des enseignements de la science économique dans le choix de la politique économique. Socialistes, racistes, nationalistes et étatistes ont échoué dans leurs tentatives pour réfuter les théories des économistes et pour prouver la vérité de leur propre pseudo-doctrine. C'est précisément cet échec qui les a poussés à nier les principes logiques et épistémologiques sur lesquels tout raisonnement humain se fonde, aussi bien dans les activités courantes que dans les recherches scientifiques. L'on peut se permettre d'écarter ces objections pour la seule raison que des motifs politiques les ont inspirés. Aucun savant n'a le droit de penser a priori qu'un refus de ces théories est forcément sans fondement parce que ces contradicteurs sont animés par la passion ou un préjugé partisan. Il est obligé de répondre à toute critique sans égard au mobile sous-jacent ni à son contexte. Il n'est pas moins inadmissible de se taire devant l'opinion souvent exprimée que les théorèmes de l'économie seraient valables seulement sous des conditions hypothétiques qui ne sont jamais réunis dans la vie réelle, et que par conséquent, ils n'ont pas d'utilité pour appréhender mentalement la réalité. Il est étrange que certaines écoles semblent approuver cette opinion, et n'en continuent pas moins à dessiner leurs courbes et formules et leurs équations. Ils ne s'embarrassent pas de mesurer la valeur de leur raisonnement, ni son rapport au monde des réalités vivantes et de l'action. Il est évidemment une attitude insoutenable. Le premier travail de toute recherche scientifique consiste à décrire de manière exhaustive et définitive toutes les conditions et postulats en fonction desquels ces diverses propositions s'affirment valides. C'est une erreur de prendre la physique pour modèle et schéma dans la recherche économique. Mais ceux qui sont attachés à cette illusion devraient en avoir au moins appris une chose, c'est que nul physicien n'a jamais cru pouvoir rejeter hors du champ de la recherche physique l'élucidation d'une quelconque donnée préalable ou condition des théorèmes physiques. La principale question à laquelle il doit répondre l'économie porte sur la relation entre les lois qu'elle formule et la réalité de l'agir humain, dont l'appréhension mentale est le but des études économiques. Il incombe donc à l'économie d'examiner à fond l'assertion que ces enseignements sont seulement valables pour le système capitaliste pendant la brève période libérale.
déjà évanoui de la civilisation occidentale. Aucune branche du savoir, autre que l'économie, n'a la responsabilité d'examiner toutes les objections soulevées sous des points de vue divers, contestant l'utilité des formulations de la théorie économique pour l'élucidation des problèmes de l'action humaine. Le système de pensée économique doit être édifié de telle sorte qu'il soit à l'épreuve de n'importe quelle critique venant de l'irrationalisme, de l'historicisme, du panphysicisme, du behaviorisme et de toutes les variétés du polylogisme. Il est intolérable que de nouveaux arguments soient quotidiennement avancés pour démontrer que les efforts de l'économie sont absurdes et futiles et que les économistes feignent d'ignorer tout ça. Il ne suffit plus désormais de traiter les problèmes de l'économie dans le cadre traditionnel. Il est nécessaire d'édifier la théorie de la catalactique sur la base solide d'une théorie générale de l'agir humain, la paraxéologie. Cette procédure ne la protégera pas seulement de nombreuses critiques fallacieuses, elle éclairera de nombreux problèmes qui n'ont même pas été jusqu'ici envisagés de façon adéquate et encore moins résolus de façon satisfaisante. En particulier, il y a le problème fondamental du calcul économique. La théorie économique est la pratique de l'agir humain. Il est habituel chez beaucoup de gens de reprocher à l'économie d'être arriérée. Or, il est bien évident que notre théorie économique n'est pas parfaite. Il n'existe pas de perfection dans les connaissances humaines, pas plus d'ailleurs que dans n'importe quelle œuvre humaine. L'omniscience est refusée à l'homme. La théorie la plus raffinée et qui semble satisfaire complètement notre soif de savoir peut un jour être amendée ou supplantée par une théorie nouvelle. La science ne nous donne pas certitude absolue et définitive, elle nous donne assurance seulement dans les limites de nos capacités mentales et de l'état existant de la pensée scientifique. Un système scientifique est simplement une étape atteinte dans la recherche indéfinie, continuée de la connaissance. Il est forcément affecté par l'imperfection inhérente à tout effort humain. Mais reconnaître ces faits ne signifie pas que la science économique de notre temps soit arriérée. Cela veut dire seulement qu'elle est chose vivante et vivre implique à la fois imperfection et changement. Le reproche d'un prétendu retard est adressé à l'économie à partir de deux points de vue différents. Il y a d'une part certains naturalistes et physiciens qui censurent l'économie pour n'être pas une science naturelle et ne pas appliquer les méthodes et les procédures des laboratoires. C'est l'un des objets de ce traité que de refuter les idées fallacieuses de ce genre. Dans ces remarques préliminaires, il suffit sans doute de dire quelques mots sur leur arrière-plan psychologique. Il est comme chez les gens à l'esprit étroit de critiquer tout ce par quoi les autres diffèrent d'eux-mêmes. Le chameau de la fable trouvait choquant que tous les autres animaux le fait de n'avoir pas de bosse, et le ruritanien critique le laputanien pour n'être point ruritanien. Les chercheurs de laboratoire considèrent que le laboratoire est le seul cadre digne de la recherche et que les équations différentielles sont la seule méthode saine pour exprimer des résultats de la pensée scientifique. Il est simplement incapable de voir les problèmes épistémologiques de l'agir humain. Pour lui, l'économie ne peut être rien d'autre qu'une sorte de mécanique. Puis il y a des gens qui déclarent qu'il doit y avoir quelque chose de fautif dans cette science sociale, puisque les conditions sociales ne donnent pas satisfaction. Les sciences naturelles ont atteint des résultats stupéfiants dans les 2 ou 3 dernières centaines d'années, et l'utilisation pratique de ces résultats a réussi à améliorer les niveaux de vie générale dans une mesure sans précédent. Mais disent ces critiques, les sciences sociales ont totalement failli à la tâche de rendre plus satisfaisantes les conditions sociales. Ils n'ont pas chassé la misère à la fin. Les crises économiques et le chômage, la guerre et la tyrannie, elles sont stériles et n'ont rien contribué à promouvoir le bonheur et la prospérité des hommes. Ces grognons ne se rendent pas compte que les formidables progrès des méthodes technologiques de production, d'augmentation qui sont suivis dans la richesse et le bien-être, n'ont été possibles que grâce à des applications prolongées de ces politiques libérales qui ont été la mise en pratique des enseignements de la science économique. Ce fut les idées des économistes classiques qui firent écarter les obstacles aux améliorations technologiques, dressés par des lois séculaires, les habitudes et les préjugés qui ont libéré le génie des réformateurs et des innovateurs jusqu'alors enserrés dans la camisole de force des corporations, de la tutelle gouvernementale et des pressions sociales de toute espèce. Ce furent ces idées qui abaissèrent le prestige des conquérants et des spoliateurs et qui démontrèrent les bienfaits sociaux découlant de l'activité économique privée. Aucune des grandes inventions modernes n'aurait pu être mise en œuvre si la mentalité de l'ère pré-capitaliste n'avait été entièrement démantelée par des économistes.
Ce que l'on nomme communément la révolution industrielle a été un rejeton de la révolution idéologique opérée par les doctrines des économistes. Les économistes renversèrent les vieux axiomes qu'il est déloyal et injuste de l'emporter sur un concurrent produisant de bien meilleurs et de moins chers, que c'est porter atteinte à l'équité de s'écarter des méthodes traditionnelles de production, que les machines sont un mal puisqu'elles entraînent le chômage, que c'est l'une des tâches du gouvernement de la cité d'empêcher les hommes d'affaires efficaces de devenir riches et de protéger les moins efficients contre la concurrence des plus efficients, que de restreindre la liberté des entrepreneurs par la contrainte gouvernementale ou par la coercition de la part d'autres pouvoirs sociaux est un moyen approprié de développer le bien-être d'une nation. L'économie politique en Grande-Bretagne et la physiocratie en France ont ouvert la voie au capitalisme moderne. Ce sont elles qui ont rendu possible le progrès des sciences naturelles appliquées, lesquelles a déversé sur les multitudes des avantages de tout ordre. Ce qu'il y a de fautif dans notre temps, c'est précisément l'ignorance fort répandue du rôle de ces politiques de libertés économiques. On jouait dans l'évolution technologique de 200 dernières années. Les gens ont été dupes de cette idée fausse que l'amélioration des méthodes de production aurait été contemporaine de la politique de laisser-faire par un simple hasard. Trompés par les mythes marxistes, ils considèrent l'industrialisme moderne comme résultant de l'opération de mystérieuses forces productives qui ne dépendent en aucune manière de facteurs idéologiques. L'économie classique croit qu'il n'a pas été un facteur de l'ascension du capitalisme, mais plutôt son produit, sa superstructure idéologique, c'est-à-dire une doctrine destinée à défendre les prétentions illégitimes des exploiteurs capitalistes. Il s'ensuit que l'abolition du capitalisme, la substitution du totalitarisme socialiste à l'économie de marché et la libre entreprise ne compromettaient pas le progrès ultérieur de la technologie. Cela, au contraire, ferait avancer le progrès technique et technologique en supprimant les obstacles et les intérêts égoïstes des capitalistes placent sur sa route. Le trait caractéristique de cet âge des guerres dévastatrices et de désintégration sociale est la révolte contre la science économique. Thomas Carlyle lui inflige le surnom de science triste et Karl Marx stigmatise dans les économistes les valets de plumes de la bourgeoisie. Des charlatans, prenant leurs remèdes parentés et leurs raccourcis vers un paradis terrestre, se plaisent à railler l'économie qu'ils disent orthodoxe et réactionnaire. Des démagogues s'enorgueillissent de ce qu'ils appellent leur victoire sur l'économie. L'homme pratique se vante de mépriser l'économie et d'ignorer ce qu'enseignent les économistes de cabinet. Les politiques économiques des dernières décennies ont été la conséquence d'une mentalité qui se gausse de n'importe quelle variante de la saine théorie économique et acclame la théorie bâtarde de ses détracteurs. Ce qui s'appelle l'économie orthodoxe est dans la plupart des pays banni des universités et virtuellement inconnu des principaux souverains, politiciens et écrivains. Le blâme au sujet de la situation décevante des affaires économiques ne peut assurément être dirigé contre une science qui méprise et ignore aussi bien les dirigeants que les masses. Il faut souligner fortement que le sort de la civilisation moderne, tel que les peuples blancs l'ont développé dans les 2 dernières centaines d'années, indissolublement lié au sort de la science économique. Cette civilisation a pu parvenir soudainement à l'existence parce que ces peuples étaient pénétrés des idées qu'il était l'application des enseignements de la science économique aux problèmes de la politique économique. Ils périraient inévitablement si les nations poursuivent la route où elles se sont engagées sous des inclinations de doctrine rejetant la pensée économique. Il est exact que l'économie est une science théorique, comme telle, s'abstient de jugement de valeur. Ce n'est pas sa tâche de dire aux gens quel objectif ils doivent se proposer d'atteindre. Elle est une science des moyens à mettre en œuvre pour la réalisation de fins choisies, et non pas assurément une science du choix des fins, des décisions ultimes d'évaluation et le choix des buts sont au-delà du champ d'une science, quelle qu'elle soit. La science ne dit jamais à l'homme comme il doit agir. Elle montre seulement comment un homme doit agir et s'il veut atteindre des objectifs déterminés. Il semble à beaucoup de gens que cela soit vraiment bien peu de choses qu'une science limitée à l'investigation de ce qui est, une science capable d'exprimer un jugement de valeur concerne les fins suprêmes et ultimes, soit sans importance pour la vie et l'action. Cela aussi est une erreur toutefois. La démonstration de cette erreur n'est pas un objet de ces remarques préliminaires, c'est l'un des objectifs du traité lui-même. 4. Résumé. Il fallait formuler ces remarques préliminaires afin d'appliquer
d'expliquer pourquoi ce traité place les problèmes économiques à l'intérieur du cadre général d'une théorie générale de l'activité humaine au stade actuel tant de la pensée économique que des discussions politiques concernant les problèmes fondamentaux d'organisation sociale. Il n'est plus possible d'isoler l'étude des problèmes proprement catalytiques. Ces problèmes-là ne sont qu'un compartiment d'une science générale de l'agir humain. Ils doivent être traités comme tels. Première partie, l'agir humain, chapitre 1, l'homme en action. 1. Action intentionnelle et réaction animale. L'action humaine est un comportement intentionnel. Nous pouvons dire aussi bien l'agir et volonté mise en couvre et transformée en processus, s'étendre à des fins et objectifs. C'est la réponse raisonnée de l'ego aux stimulations et conditions de son environnement. C'est l'ajustement conscient d'une personne à l'état de l'univers qui détermine sa vie. Des paraphrases de ce genre peuvent éclairer la définition donnée et prévenir de possibles interprétations erronées. Mais la définition même est adéquate et n'a besoin ni de complément ni de commentaire. Le comportement conscient ou intentionnel est un contraste tranché avec le comportement inconscient, c'est-à-dire les réflexes et réactions involontaires des cellules nerveuses aux stimulations. Les gens sont parfois enclins à penser que les frontières entre le comportement conscient et les réactions involontaires des forces qui agissent sur l'intérieur du corps de l'homme sont plus ou moins indéfinies. Cela est vrai seulement dans la mesure où il est parfois malaisé d'établir si un certain comportement doit être considéré comme volontaire ou involontaire. Mais la distinction entre le conscient et l'inconscient n'en est pas moins nette et peut être clairement déterminée. Le comportement inconscient des organes du corps et des cellules est, pour l'ego qui agit, à un donné au même degré que n'importe quel autre fait du monde extérieur. L'homme qui agit doit tenir compte de tout ce qui se passe dans son propre corps, comme des circonstances telles que le temps qu'il fait ou l'attitude de ses voisins. Il y a évidemment une marge à l'intérieur de laquelle le comportement intentionnel a le pouvoir de neutraliser l'effet des facteurs corporels. Il est possible dans certaines limites de tenir le corps sous son contrôle. L'homme peut parfois réussir à force de volonté à surmonter un trouble de santé, à compenser telle ou telle déficience innée ou acquise à sa constitution, ou à réprimer des réflexes, mais dans la mesure où cela est possible, le champ de l'action intentionnelle est élargi d'autant. Si un homme s'abstient de maîtriser la réaction involontaire des cellules et des centres nerveux alors qu'il serait en mesure de le faire, son comportement est intentionnellement considéré du point de vue où nous nous plaçons. Le domaine de notre science est l'action de l'homme, non les événements psychologiques qui aboutissent à une action. C'est précisément cela qui distingue la théorie générale de l'activité humaine. La paraxéologie de la psychologie, le thème de la psychologie est constitué par les événements ultérieurs qui aboutissent ou peuvent aboutir à un certain acte. Le thème de la paraxéologie est l'action en tant que telle. Cette règle également la relation de la paraxéologie avec le concept psychoanalytique du subconscient. La psychanalyse est aussi de la psychologie. Il n'étudie pas l'action, mais les forces et facteurs qui amènent un homme à un certain acte. Le subconscient psychanalytique est une catégorie psychologique, non pas paraxéologique. Qu'une action découle d'une claire délibération et de souvenirs oubliés, de désirs réprimés qui de régions ont submergé, pour ainsi dire, dirigeant la volonté, cela n'influe pas sur la nature de l'action. Le meurtrier, qu'une impulsion subconsciente, le ça, pousse vers son crime, et le névrotique dont le comportement aberrant paraît à l'observateur non entraîné n'avoir simplement aucun sens, agit l'un comme l'autre, l'un et l'autre comme n'importe qui poursuivent un certain objectif. C'est le mérite de la psychanalyse d'avoir démontré que même le comportement du névrotique et du psychopathe est intentionnel, qu'eux aussi agissent et poursuivent des objectifs, bien que nous qui nous considérons comme normaux et sains d'esprit, tenions pour insensé le raisonnement qui détermine leur choix, et pour contradictoire les moyens qu'ils choisissent en vue de ces fins. Le terme inconscient, lorsque employé en paraxéologie, et les termes subconscient et inconscient tels que l'applique la psychanalyse appartiennent à deux systèmes différents de pensée et de recherche. La paraxéologie, non moins que d'autres branches du savoir, doit beaucoup à la psychanalyse. Il n'en est que plus nécessaire d'être attentif à la frontière qui sépare la paraxéologie de la psychanalyse. Agir n'est pas seulement accorder sa préférence. L'homme manifeste aussi sa référence dans des situations où les choses et les événements sont inévitables ou crus tels.
Ainsi, un homme peut préférer le soleil à la pluie et souhaiter que le soleil chasse les nuages. Celui qui simplement souhaite et espère n'intervient pas activement dans le cours des événements ni dans le profil de sa destinée. Mais l'homme qui agit, choisit, se fixe un but et s'efforce de l'atteindre, de deux choses qu'il ne peut avoir ensemble. Il choisit l'une et renonce à l'autre. L'action donc implique toujours à la fois prendre et rejeter. Formuler des souhaits et des espoirs et annoncer une action envisage peuvent constituer des formes de l'agir, dans la mesure où elles interviennent comme des moyens d'obtenir un certain résultat. Mais il ne faut pas les confondre avec les actions auxquelles elles se réfèrent. Elles ne sont pas identiques aux actions qu'elles dénoncent, recommandent et repoussent. L'action est chose réelle. Ce qui compte est le comportement total d'un individu, non pas ce qu'il dit d'actes envisagés non réalisés. D'autre part, l'action doit être clairement distinguée de l'exercice d'un travail. Agir et employer des moyens pour atteindre des fins. D'ordinaire, l'un des moyens employés est le travail de l'homme agissant. Comme ce n'est pas toujours le cas, sous certaines conditions, un mot suffit entièrement. Celui qui formule des ordres ou interdictions peut agir sans fournir aucun travail. Parler ou se taire, sourire ou demeurer sérieux peuvent être des actions. Consommer et goûter un plaisir sont des actions non moins que s'abstenir de le faire alors qu'il serait possible. La paraxiologie, par conséquent, ne distingue pas entre homme fictif, actif ou énergique et l'homme passif ou indolent. L'homme vigoureux s'efforçant industrieusement d'améliorer sa condition n'agit ni plus ni moins que l'individu léthargique qui prend paresseusement les choses comme elles viennent. Car ne rien faire et rester oisif est aussi poser un acte. Cela aussi détermine le cours des événements. Dans chaque situation, il est possible à l'homme d'intervenir, qu'il intervienne ou qu'il s'abstienne est une action. Celui qui supporte ce qui ne pourrait changer agit non moins que celui qui intervient pour obtenir une autre chose, un autre état de choses. L'individu qui s'abstient d'influencer le déroulement de facteurs psychologiques et instinctifs alors qu'il le pourrait pose ainsi une action. Agir n'est pas seulement faire, mais tout autant omettre de faire ce qui serait possible de faire. Nous pourrions dire que l'action est la manifestation de la volonté d'un homme, mais cela n'ajouterait rien à notre connaissance, car le terme volonté ne signifie rien d'autre que la faculté de choisir entre différents états de choses et de préférer l'un à l'autre, d'écarter l'autre et de se comporter conformément à la décision prise de façon à se rapprocher de l'état de choses choisi et de s'éloigner de l'autre. 2. Les conditions préalables de l'action humaine. Nous pouvons appeler contentement ou satisfaction l'état d'un être humain qui ne déclenche et ne peut déclencher aucune action. L'homme qui agit désire fermement substituer un état de choses plus satisfaisant à un moins satisfaisant. Son esprit imagine des conditions qui lui conviendront mieux, et son action a pour but de produire l'état souhaité. Le mobile qui pousse un homme à agir est toujours quelque sensation de gêne. Un homme parfaitement satisfait de son état n'aurait rien qui le pousse à le changer. Il n'aurait ni souhaité ni désiré. Il serait parfaitement heureux, il n'agirait pas, il vivrait simplement libre de soucis. Mais pour faire agir un homme, une gêne et l'image d'un état plus satisfaisant ne sont pas elles seules suffisants. Une troisième condition est requise, l'idée qu'une conduite adéquate sera capable d'écarter, ou au moins de réduire la gêne ressentie. Si cette condition n'est pas remplie, aucune action ne peut suivre. L'homme doit se résigner à l'inévitable, et il doit se soumettre au destin. Telles sont les conditions générales de l'action humaine. L'homme est l'être qui vit sous ces conditions-là. Il n'est pas seulement Homo sapiens, il est tout autant Homo agens. Les êtres nés de parents humains qui, soit dès leur naissance, soit du fait d'efficiences acquises, sont sans changement possible et incapables de toute action, au sens strict du terme et non simplement de l'acceptation juridique, sont pratiquement non-humains. Bien que des lois de la biologie considèrent que ce sont des humains, il leur manque le caractère essentiel de l'état d'homme. Le nouveau-né non plus n'est pas un être capable d'agir. Il n'est pas encore parvenu le chemin qui va de la conception à l'entier développement de ses caractères humains. Au terme de cette évolution, il est devenu un être agissant. Du bonheur. Dans le langage courant, nous disons d'un homme qu'il est heureux quand il a réussi à atteindre ses objectifs. D'une manière adéquate de décrire son état serait de dire qu'il est plus heureux qu'avant. Il n'y a néanmoins pas d'objection valable à un usage qui définit l'activité humaine comme la recherche du bonheur. Cependant, nous devons nous garder de méprises courantes. Le but ultime de l'action humaine est toujours la satisfaction d'un sien désir.
Il n'y a pas d'étalon de grandeur, de satisfaction autre que le jugement de valeur individuelle, lesquels diffèrent selon les individus divers, et pour en même individu qu'à un moment de l'autre. Ce qui fait qu'un homme se sent plus ou moins insatisfait de son état est établi par lui par référence à son pouvoir, à son vouloir et jugement, et fonction de ses évaluations personnelles et subjectives. Personne n'est en mesure de décréter ce qui rendrait plus heureux l'un de ses congénères. Établir ce fait ne se rattache à aucune façon aux antithèses entre égoïsme et altruisme, entre matérialisme et idéalisme, individualisme et collectivisme, athéisme et religion. Il y a des gens dont le but unique est d'améliorer la condition de leur propre ego. Il y en a d'autres chez qui la perception des ennuis de leurs semblables cause autant de gêne, ou même davantage que leurs propres besoins. Il y a des gens qui ne désirent rien d'autre que de satisfaire leur appétit sexuel, de manger et de boire, d'avoir de belles demeures et autres choses matérielles. Mais d'autres hommes attachent plus d'importance aux satisfactions, couramment dites plus élevées, idéales. Il y a des individus animés d'un vif désir de confronter leurs actions aux exigences de la coopération sociale. Il y a par ailleurs des êtres réfractaires qui défient les règles de la vie en société. Il y a des gens pour qui le but surprenant du pèlerinage terrestre est la préparation à une vie de béatitude. Il y a d'autres personnes qui ne croient aux enseignements d'aucune religion et qui ne leur permettent pas d'influencer leurs actions. La paraxiologie est indifférente au but ultime de l'action. Ses conclusions valent pour toute espèce d'action. Quelles que soient les fins visées, c'est une science des moyens, non des fins. Elle emploie le terme de bonheur en un sens purement formel, dans la terminologie paraxiologie. La proposition, le but unique de l'homme est de trouver son bonheur, est une tautologie. Cela implique aucune prise de position quant à l'état des choses dans lequel l'homme compte trouver le bonheur. L'idée que le ressort de l'activité humaine est toujours quelque gêne, que son but est toujours d'écarter cette gêne autant qu'il est possible, autrement dit de faire en sorte que l'homme agissant s'en trouve plus heureux, telle est l'essence des doctrines de l'eudaimonisme et de l'hédonisme, l'ataraxie épicurienne. Et cet état de parfait bonheur, de contentement auquel toute activité humaine tend sans jamais atteindre entièrement. Au regard de l'ampleur extrême de cette notion, il importe assez peu que nombre de représentants de cette philosophie aient méconnu le caractère purement formel des notions de douleur et de plaisir, et leur ait donné un sens matériel et charnel. Les écoles théologiques mystiques et d'autres fondées sur une éthique hétéronome n'ont pas ébranlé le fondement essentiel de l'épicurisme, car elles n'ont pu lui opposer d'autres objections que d'avoir négligé des plaisirs dits élevés et plus nobles. Il est vrai que les écrits de beaucoup de champions antérieurs de l'hédonisme, de l'eudémonisme et de l'utilitarisme prêtent le flanc à de fausses interprétations sur quelques points, mais le langage des philosophes modernes, et plus encore celui des économistes modernes, est si précis et si explicite qu'aucune méprise ne peut se produire. Instinct et impulsion. L'on n'accroît pas l'intelligibilité des problèmes fondamentaux de l'action humaine par la méthode de la sociologie des instincts. Cette école classifie les divers objectifs concrets de l'activité humaine et assigne pour mobile à chacune de ces classes un instinct particulier. L'homme apparaît comme un être poussé par divers instincts et dispositions innées. Il est néanmoins acquis que cette explication démolit une fois pour toutes les odieuses doctrines de l'économie et de l'éthique utilitarienne. Néanmoins, Feuerbach a déjà noté justement que tout instinct est un instinct de bonheur. La méthode de la psychologie des instincts et de la sociologie des instincts consiste en une classification arbitraire des buts immédiats de l'action, aucune se trouvant hypostasiée, alors que la paraxiologie dit que le but d'une action est d'écarter une certaine gêne. La psychologie des instincts dit que la satisfaction d'une exigence instinctive. Nombre de protagonistes de l'école instinctive sont convaincus qu'ils ont prouvé que l'action n'est pas déterminée par la raison, mais qu'elle a sa source dans les profondeurs insondées de façons innées, de pulsions d'instinct et de dispositions qui sont inaccessibles à toute élucidation rationnelle. Ils sont certains d'avoir réussi à démontrer le caractère superficiel du rationalisme, et ils dénigrent l'économie comme un tissu de fausses conclusions déduites de fausses hypothèses psychologiques. Cependant, le rationalisme, la paraxiologie et l'économie ne traitent pas des ultimes ressorts et objectifs de l'action, mais des moyens mis en œuvre pour atteindre des fins recherchées. Quelque insondables que soient les profondeurs d'où émerge une impulsion ou un instinct, les moyens d'un homme choisi pour y satisfaire sont déterminés par une considération raisonnée de la dépense du résultat. Qui agit sous une impulsion émotionnelle?
agit quand même. Ce qui distingue une action émotionnelle des autres actions est l'évaluation de l'apport et du rendement. Les émotions modifient l'ordre des évaluations. Enflammé de passion, l'homme voit le but plus désirable et le prix à payer moins lourd qu'il ne le verrait de sang-froid. Les hommes n'ont jamais douté que, même dans un état émotionnel, les moyens et les fins sont pesés les uns par rapport aux autres et qu'il est possible d'influencer sur le résultat de cette délibération en rendant plus coûteux de céder à l'impulsion passionnelle. Punir plus modérément les actes criminels lorsqu'ils ont été commis dans un état d'exaltation émotionnelle ou d'intoxication revient à encourager de tels excès. La menace de pénalités sévères ne laisse pas de dissuader même des gens poussés par une passion apparemment irrésistible. Nous interprétons le comportement animal en supposant que l'animal cède à l'impulsion qui prévaut momentanément. Observant qu'il se nourrit, cohabite, attaque d'autres animaux et des hommes, nous parlons de ses instincts de nutrition, de reproduction et d'agression. Nous admettons que de tels instincts sont innés, exigent péremptoirement satisfaction. Mais c'est différent avec l'homme. L'homme n'est pas un être qui ne puisse faire autrement que céder à l'impulsion que réclame satisfaction avec la plus d'urgence. C'est un être capable de discipliner ses instincts, émotions et impulsions. Il ne peut raisonner son comportement, il renonce à satisfaire une impulsion brûlante afin de satisfaire d'autres désirs. Il n'est pas la marionnette de ses appétits. Un homme ne s'empare pas de toute femme qui éveille ses sens, et il ne dévore pas toute nourriture qui lui plaît. Il ne se jette pas sur tout congénère qu'il souhaite tuer. Il échelonne ses aspirations et ses désirs dans un ordre déterminé. Il choisit en un mot, il agit. Ce qui distingue l'homme des bêtes, c'est précisément qu'il ajuste ses comportements par délibération. L'homme est l'être qui a des inhibitions, qui peut dominer ses impulsions et désirs, qui a la force de réprimer ses désirs, instincts et ses impulsions. Il peut arriver qu'une impulsion émerge avec une telle véhémence qu'aucun des avantages probables de l'individu ne lui donne satisfaction, ne lui paraissent aussi grands pour l'empêcher. Dans ce cas encore, il choisit, l'homme décide de céder au désir considéré. 3. Action humaine comme donnée ultime. De temps immémorial, les hommes ont été animés de désir de connaître la cause première, la source de toute chose et de tout changement, la substance ultime d'où tout émane et qui est la cause d'elle-même. La science est plus modeste, elle est consciente des limites de l'esprit humain et de la requête du savoir humain. Elle vise à remonter à tout phénomène à sa cause, mais elle entreprend que ces efforts doivent nécessairement se heurter à des murs insurmontables. Il y a des phénomènes qu'on ne peut analyser et rattacher en amont à d'autres phénomènes. Ce sont des données ultimes. Le progrès de la recherche scientifique peut réussir à montrer que quelque chose antérieurement considéré comme donnée ultime peut être réduit à des composants, mais il y aura toujours autres phénomènes irréductibles et rebelles analysent quelques données ultimes. Le monisme enseigne qu'il n'y a qu'une seule substance ultime, le dualisme en compte deux, le pluralisme un plus grand nombre. Il est son profit de se quereller sur ces problèmes, de telles disputes métaphysiques n'ont pas de termes possibles. L'usage actuel de nos connaissances ne nous fournit pas les moyens de les résoudre par une réponse que tout homme raisonnable soit forcé de juger satisfaisante. Le monisme matérialiste affirme que les pensées et volitions humaines sont le produit du fonctionnement d'organes du corps, les cellules du cerveau et les nerfs. La pensée humaine, la volonté, l'action résultent uniquement du processus matériel qui sont un jour complètement expliqués par la méthode de la recherche physique et chimique. Cela aussi est une hypothèse métaphysique, bien que ceux qui soutiennent le tiennent pour une vérité scientifique inébranlable, indéniable. Diverses doctrines ont été avancées pour expliquer la relation entre l'esprit et le corps. Ce ne sont que des suppositions sans référence, aucune à des faits observés. Tout ce qui peut être dit avec certitude est qu'il y a des rapports entre processus mentaux et processus physiologiques. Si la nature et le fonctionnement de cette connexion, nous ne savons au mieux que très peu de choses. Ce que nous constatons en fait de jugement, de valeur et d'action d'hommes ne se prête pas à une analyse qui les dépasse. Nous pouvons honnêtement admettre ou croire qu'ils sont absolus, liés à leur cause et conditionnés par elle. Mais dès lors que nous ne
savons pas comment l'effet externe, physique et physiologique, produisent dans l'esprit humain des pensées déterminées et des volitions conduisant à des actes concrets, nous devons prendre acte d'un insurmontable dualisme méthodologique. Dans l'état actuel de nos connaissances, les thèses fondamentales du positivisme, du monisme et du panphysisme sont simplement des postulats métaphysiques dépourvus de toute base scientifique et dénués à la fois de signification et d'utilité pour la recherche scientifique. La raison de l'expérience nous montre deux règnes séparés, le monde extérieur des phénomènes physiques, chimiques et physiologiques, et le monde intérieur de la pensée, du sentiment, du jugement de valeur et de l'action guidée par l'intention. Aucune passerelle ne relie, pour autant que nous le voyons aujourd'hui, ces deux sphères. Des événements extérieurs identiques provoquent parfois des réponses humaines différentes, et des événements extérieurs différents provoquent parfois la même réponse humaine. Nous ne savons pas pourquoi. L'agir humain est l'un des agencements par lequel le changement intervient. C'est un élément de l'activité et du devenir cosmique. Par conséquent, c'est légitimement un objet d'étude scientifique, puisque à tout le moins dans les conditions actuelles, nous ne pouvons le rattacher à ces causes. Il doit être considéré comme un donné ultime et être étudié comme tel. Il est vrai que les changements produits par l'activité humaine ne sont qu'insignifiants en comparaison des effets du fonctionnement des grandes forces cosmiques. Du point de vue de l'éternité et de l'univers infini, l'homme n'est qu'un point infinitésimal, mais pour l'homme, l'action humaine et ses vicissitudes sont ce qui compte réellement. L'action est l'essence de sa nature et de son existence, ses moyens de préserver sa vie et de se hausser au-dessus du niveau des animaux et des végétaux, si périssables et évanescents que soient les efforts humains. Pour l'homme et pour la science elle-même, ils sont d'une importance primordiale. 4. Rationalité, irrationalité, subjectivisme et objectivisme par accès logique. L'agir humain est nécessairement toujours rationnel. Le terme action rationnelle est ainsi pléonastique et doit être évité comme tel. Lorsqu'on les applique aux objectifs ultimes d'une action, les termes rationnels et irrationnels sont inappropriés et dénués de sens. La fin ultime de l'action est toujours la satisfaction de quelque désir de l'homme qui agit. Comme personne n'est en mesure de substituer ses propres jugements de valeur et ceux des individus agissant, il est vain de porter un jugement sur les buts et l'évolution de quelqu'un d'autre. Aucun homme n'est compétent pour déclarer que quelque chose rendrait un homme plus heureux ou moins insatisfait. Le critique, tantôt nous dit ce qu'il croit qu'il prendrait pour objectif s'il était à la place de l'autre, tantôt faisant allègrement fi de son arrogance dictatoriale, de ce que veut et désire son semblable. Il décrit l'état du critiqué qui serait le plus avantageux pour le critiquer lui-même. Il est courant de qualifier d'irrationnelle une action qui, renonçant à des avantages matériels et tangibles, vise à obtenir des satisfactions idéales ou supérieures. Dans ce sens, des gens disent, par exemple, parfois avec approbation, parfois avec fidélité, parfois par désapprobation, qu'un homme qui sacrifie sa vie, sa santé ou la richesse à la poursuite de biens d'ordre plus élevé, comme la fidélité à ses convictions religieuses, philosophiques et politiques ou la liberté de l'épanouissement de sa nation, est motivé par des considérations irrationnelles. Toutefois, l'effort qui tend à ses fins supérieures n'est ni moins ni plus rationnel ou irrationnel que la poursuite des autres objectifs humains. C'est une erreur de penser que le désir de se procurer de quoi répondre aux nécessités élémentaires de la vie et de la santé soit plus rationnel, plus naturel et plus justifié que la recherche d'autres biens ou agréments. Il est vrai que l'appétit de la nourriture ou de chaleur est commun aux hommes et aux autres mammifères, et qu'en règle générale, un homme qui manque de nourriture et d'abri concentre ses efforts sur la satisfaction de ses besoins impérieux et ne soucie guère d'autre chose. L'impulsion à vivre, à préserver sa propre existence et à tirer parti de toute occasion de renforcer ses propres énergies vitales est un fait foncier de la vie, présent en tout être vivant. Cependant, céder cette impulsion n'est pas pour l'homme une irrésistible nécessité. Alors que tous les autres animaux sont inconditionnellement conduits par l'impulsion de préserver leur propre vie et par l'impulsion de prolifération, l'homme a le pouvoir de maîtriser même ses impulsions. Il peut dominer tant ses désirs sexuels que son vouloir vivre. Il peut renoncer à sa vie lorsque les conditions auxquelles il faudrait absolument se soumettre pour la conserver lui semblent intolérables. L'homme est capable de mourir pour une cause ou de se suicider. Vivre est pour l'homme un choix résultant d'un jugement de valeur.
Il en va de même quant au désir de vivre dans l'opulence, l'existence même d'ascètes et d'hommes qui renoncent aux grains matériels pour le prix de la fidélité à leurs convictions, du maintien de leur dignité et de leur propre estime est la preuve que la recherche d'agréments plus tangibles n'est pas inévitable, mais au contraire le résultat d'un choix. Bien entendu, l'immense majorité préférera la vie à la mort et la richesse à la pauvreté. Il est arbitraire de considérer la seule satisfaction des besoins du corps des exigences physiologiques comme naturelles et par conséquent rationnelles, le reste étant artificiel et donc irrationnel. C'est la note caractéristique de la nature humaine. Que ce fait, l'homme ne cherche pas seulement nourriture, abri et cohabitation comme tous les autres animaux, mais tend aussi à être une sorte de satisfaction. L'homme a des désirs et des besoins que nous pouvons appeler plus élevés que ceux qui lui sont communs avec les autres mammifères. Lorsqu'il s'agit des moyens employés pour atteindre des fins, les termes de rationnel et irrationnel impliquent un jugement de valeur sur l'opportunité, sur l'adéquation du procédé appliqué. Le critiqueur approuve ou désapprouve la méthode selon que le moyen est ou n'est pas le plus adapté à la considération. C'est un fait que la raison humaine n'est pas infaillible et que l'homme se trompe souvent dans l'intention qui la guide, mais elle reste rationnelle en ce qu'elle résulte d'une délibération raisonnable encore erronée et d'un essai bien qu'inefficace. Pour atteindre un objectif déterminé, les médecins qui, il y a 100 ans, employaient pour le traitement du cancer certains procédés que nos docteurs contemporains rejettent étaient, du point de vue de la pathologie de notre temps, mal instruits et par là inefficaces. Mais ils n'agissaient pas irrationnellement, ils faisaient de leur mieux. Il est probablement que dans 100 ans, les médecins à venir auront à leur portée d'autres méthodes plus efficaces pour traiter le mal. Ils seront plus efficaces, mais non pas plus rationnels que nos praticiens. Le contraire de l'action n'est pas le comportement irrationnel, mais une réponse réflexe à des stimulations, déclenchées par des organes du corps, par des instincts qui ne peuvent être contrôlés par un acte de volonté de la personnalité. Une même stimulation peut, sous certaines conditions, avoir pour raison à la fois des phénomènes réflexes et une action. Si un homme absorbe un poison, les organes répondent en mettant en œuvre leur force de défense par antidode. En outre, l'action peut intervenir en appliquant un contrepoison. Concernant le problème de l'antithèse rationnelle-irrationnelle, il n'y a pas de différence entre les sciences naturelles et les sciences sociales. La science est et doit être toujours rationnelle. Elle est un effort pour réaliser une saisie mentale des phénomènes de l'univers, grâce à un arrangement systématique dans l'entièreté des connaissances disponibles. Toutefois, comme on l'a remarqué plus haut, l'analyse des objets de connaissance et leurs éléments constitutifs doit tôt ou tard et inévitablement atteindre un point où cette analyse ne peut plus avancer. L'esprit humain n'est pas même capable de concevoir un genre de savoir qui ne sont pas bornés par un donné ultime inaccessible à toute analyse et réduction supplémentaire. La méthode scientifique qui porte l'esprit jusqu'à ce point-là est entièrement rationnelle. Le donné ultime peut être qualifié de fait irrationnel. Il est de mode, de nos jours, de reprocher aux sciences sociales d'être purement rationnelles. L'objection la plus populaire élevée contre les sciences économiques consiste à dire qu'elles négligent l'irrationnel de la vie et de la réalité, qu'elle essaie de faire entrer de force dans des schémas rationnels desséchés et des abstractions exsangues l'infinie variété des phénomènes. On ne peut imaginer censure plus absurde. Comme toute branche du savoir, l'économie va aussi loin que peuvent l'apporter des méthodes rationnelles. Puis elle s'arrête en établissant le fait qu'elle rencontre un donné ultime, c'est-à-dire un phénomène qu'il n'est pas possible, du moins en l'état actuel de nos connaissances, d'analyser plus avant. Les enseignements de la paraxéologie et de l'économie sont valables pour toutes les actions d'hommes. Sans égard à leurs motifs sous-jacents, à leurs causes et à leur but, les ultimes jugements de valeur et les ultimes objectifs de l'action humaine sont des données absolues pour toute espèce d'études scientifiques. Ils ne sont pas susceptibles d'analyse plus poussée. La paraxéologie s'occupe des voies et moyens choisis en vue de ces objectifs ultimes. Son objet, ce sont les moyens et non les fins. En ce sens, nous parlons du subjectivisme de la science générale de l'activité humaine. Elle prend pour données les fins ultimes choisies par l'homme agissant. Elle est entièrement neutre à leur égard. Elle s'abstient de porter aucun jugement de valeur. Le seul critère qu'elle applique est de savoir si oui ou non les moyens adoptés sont propres à conduire aux fins visées. Si le démonisme dit bonheur, si l'utilitarisme et l'économie parlent d'utilité, nous devons entendre ces termes d'une façon subjectiviste, c'est-à-dire comme cela que vise l'homme agissant parce que ses yeux, cela est désirable. C'est dans ces formalismes que consiste le progrès du sens moderne de le démonisme et d'hédonisme et de l'utilitarisme.
par opposition à leur signification matérielle antérieure, et de même le progrès de la théorie subjectiviste moderne de la valeur par opposition à la théorie objectiviste de la valeur telle que l'exposa la théorie classique de l'économie politique. En même temps, c'est dans ce subjectivisme que réside l'objectivité de notre science, parce qu'elle est subjectiviste et prend les jugements de valeur de l'homme agissant comme des données ultimes, non susceptibles d'examen critique plus poussé. Elle est en elle-même à l'abri des heurts de partis et factions. Elle est indifférente au conflit de toutes les écoles dogmatiques et doctrines éthiques. Elle est dénuée de préférences, d'idées préconçues et de préjugés. Elle est universellement valable et absolument, simplement humaine. La causalité comme présupposé de l'action. 5. L'homme est en mesure d'agir parce qu'il est doté de facultés de découvrir des relations de causalité qui déterminent le changement et le devenir de l'univers. Agir requiert et implique comme acquise la catégorie de causalité. Seul un homme qui voit le monde dans la perspective de la causalité est apte à agir. Dans ce sens, nous pouvons dire que la causalité est une catégorie de l'action. La catégorie moyen et fin présuppose la catégorie cause et effet. Dans un monde sans causalité, sans régularité de phénomènes, il n'y aurait pas de champs ouverts au raisonnement de l'homme et l'agir humain. Un tel monde serait un chaos, et l'homme y serait impuissant à trouver repères et orientation. L'homme n'est même pas capable d'imaginer ce que serait un tel univers de désordre. Là où l'homme ne voit pas de relation causale, il ne peut agir. Cette proposition n'est pas réversible. Même lorsqu'il connaît la relation causale qui est impliquée, l'homme peut agir s'il n'est pas en mesure d'influencer sur la cause. L'archétype de la recherche de causalité fut ou comment puis-je intervenir pour détourner le cours des événements par rapport à que serait ce cours si j'intervenais pour le diriger d'une façon qui convient mieux à mes souhaits. Dans cet état d'esprit, l'homme se pose la question qui, où, quoi, et au fond des choses, il cherche la régularité et la loi parce qu'il veut intervenir. C'est plus tard seulement que cette recherche a été interprétée plus exclusivement par la métaphysique comme une recherche de la cause première de l'être et de l'existence. Il a fallu des siècles pour ramener ces idées exagérées et débrider la question plus modeste de savoir où chacun doit intervenir et en mesure d'intervenir pour atteindre tel ou tel but. Le traitement accordé au problème de la causalité dans les dernières décennies a été du fait d'une confusion provoquée par quelques éminents physiciens. Décevant, nous pouvons espérer que ce chapitre déplaisant de l'histoire de la philosophie servira à mettre en garde les philosophes à venir. Il y a des changements dont les causes sont au moins actuellement inconnues pour nous. Parfois, nous parvenons à acquérir une connaissance partielle de sorte que nous puissions dire, dans 70% de tous les cas, A a pour effet B, et dans les autres cas, l'effet est C, ou même D, E, F, afin de remplacer cette information fragmentaire par une connaissance plus précise qui serait nécessaire de subdiviser A en ces éléments. Tant que cela n'est pas réalisé, nous devons nous contenter de ce que on appelle une loi statistique. Mais cela n'affecte pas la signification paraxéologique de la causalité. Une ignorance totale ou partielle dans certains domaines n'abroge pas la catégorie de causalité. Les problèmes philosophiques, épistémologiques et métaphysiques de la cause et de l'induction imparfaite sont hors du champ de la paraxéologie. Nous devons simplement établir le fait qu'afin d'agir, l'homme doit connaître la relation causale entre les événements, processus ou états des choses, et c'est seulement dans la mesure où il connaît cette relation que son action peut atteindre le but qu'il se propose. Nous avons pleinement conscience qu'en affirmant cela, nous tournons en rond, car la preuve que nous avons saisi une relation causale est fournie seulement par le fait que l'action guidée par cette compréhension aboutit au résultat qui en était escompté. Nous ne pouvons éviter ce cercle vicieux parce que précisément la causalité est une catégorie de l'action. Et parce qu'elle est une catégorie, la paraxéologie ne peut faire autrement que porter en partie son attention sur ce problème philosophique fondamental. L'alter ego. Si nous acceptons de prendre le terme de causalité dans son sens le plus large, la téléologie peut être dite une variété de recherches sur la causalité. Les causes finales sont avant tout des causes. La cause d'un événement est vue comme une action ou quasi-action visant une certaine fin. L'homme primitif et l'enfant, dans une attitude naïvement anthropomorphique, considèrent l'un et l'autre comme tout à fait plausible que tout changement et événement soit le résultat de l'action d'un être agissant de la même manière qu'eux-mêmes. Ils croient que les animaux, les plantes, les montagnes, les rivières et fontaines, même les pierres et les corps célestes sont comme eux-mêmes, des êtres sentant, voulant et agissant. C'est seulement à un stade plus tardif que son développement culturel que l'homme renonce à ses idées animistes et leur substitue
vue mécaniste du monde. Le mécanisme s'avère un principe de conduite si satisfaisant que finalement les gens le croient susceptible de résoudre tous les problèmes de la pensée et de la recherche scientifique. Le matérialisme et le panpsychisme proclament le mécanisme l'essence de tout savoir, et les méthodes expérimentales et mathématiques des sciences naturelles, le seul mode scientifique de pensée. Tous les changements doivent être compris dans des mouvements soumis aux lois de la mécanique. Les champions du mécanisme ne se soucient pas de problèmes encore non résolus de la base épistémologique et logique des principes de causalité et d'induction imparfaite. À leurs yeux, les principes sont simples puisqu'ils donnent satisfaction. Le fait que les expériences en laboratoire produisent les résultats prédits par les théories et que dans les usines les machines marchent de la façon prévue par la technologie prouve, disent-ils, la validité des méthodes et conclusions de la science naturelle moderne, admettant que la science ne peut donner la vérité et qui sait ce qui signifie réellement ce mot vérité. À tout le moins, il est certain que cela marche et il nous conduit au succès. Mais c'est précisément parce que nous acceptons ce point de vue pragmatique que le vide du dogme panphysiste devient manifeste. La science, comme on l'a noté plus haut, n'a pas réussi à résoudre les problèmes des relations de l'esprit et du corps. Les panphysistes ne peuvent assurément soutenir que les procédures qu'ils prônent aient jamais réussi dans le domaine des relations interhumaines et des sciences sociales. Mais il est hors de doute que ce principe selon lequel un égo se comporte avec tout être humain comme si c'était un autre être pensant et agissant semblable à lui-même a fait la preuve de son utilité à la fois dans la vie pratique et dans la recherche scientifique, et on ne peut nier que cela fonctionne effectivement. Il est indubitable que l'habitude de considérer les autres hommes comme des êtres qui pensent et agissent comme moi, l'ego, et c'est avéré pratique. D'autre part, il semble tout à fait irréalisable d'obtenir une vérification pragmatique du même genre. Pour le postulat qui demande qu'on les traite comme des objets des sciences naturelles, les hommes, les problèmes épistémologiques posés par la compréhension du comportement d'autrui ne sont pas moins compliqués que ceux de la causalité et de l'induction incomplète. On peut admettre qu'il est impossible de fournir la preuve irréfutable des propositions telles que ma logique est la logique de tous les autres hommes, et de toute façon absolument la seule logique humaine. Mes catégories de l'action sont les catégories de l'action de tous les hommes, et de toute façon absolument les catégories de tout agir humain. Toutefois, les pragmatistes doivent se rappeler que ces propositions donnent satisfaction à la fois en pratique et dans la science, et le positivisme ne doit pas négliger le fait que lorsqu'il s'adresse à ses semblables, il satisfait à la fois en pratique et dans la science. Le positivisme ne doit pas négliger le fait que lorsqu'il s'adresse à ses semblables, il présume, tacitement et implicitement, la validité intersubjective de la logique et par la réalité de la sphère de pensée et d'action de l'autre égo, la réalité de son caractère éminemment d'homme. Penser et agir sont les traits spécifiquement humains de l'homme et sont propres à tous les êtres humains. Ils sont à part l'appartenance à l'espèce zoologique Homo sapiens, la marque caractéristique de l'homme en tant qu'homme n'est pas le rayon de la paraxologie que approfondir la relation entre penser et agir, mais la paraxiologie, il suffit d'établir le fait qu'il n'y a qu'une seule opinion qui soit intelligible à l'esprit humain, qu'il n'y a qu'un seul mode d'action qui soit humain et compréhensible à l'esprit humain. S'il y a ou s'il peut y avoir quelque part d'autres êtres surhumains ou sous-humains qui pensent et agissent d'autres manières, cela est hors de l'atteinte de l'esprit humain. Nous devons restreindre nos entreprises à l'étude de l'agir humain. Cet agir humain qui est inextricablement lié aux pensées humaines et est conditionné par la nécessité logique. Il est possible à l'esprit humain de concevoir des relations logiques qui soient opposées à la structure logique de notre esprit. Il est impossible à l'esprit humain de concevoir un mode d'action dont les catégories différeraient de celles qui déterminent nos propres actions. L'homme ne dispose que de deux principes pour saisir mentalement la réalité, à savoir ceux de la téléologie et de la causalité. Ce qui ne peut être ramené sous l'une ou sous l'autre de ces catégories est absolument caché pour l'esprit humain. Un événement qui ne peut être interprété grâce à l'un ou à l'autre de ces deux principes est pour l'homme inconcevable et mystérieux. Le changement peut être compris comme le résultat ou bien de la causalité mécanique ou bien du comportement intentionnel pour l'homme, et qu'il n'y a pas de troisième voie praticable. Il est vrai, comme on l'a déjà mentionné dans la téléologie, peut être considéré comme une variété de causalité, mais établir ce fait n'annule pas la différence essentielle entre les deux catégories. La vue mécaniste du monde est vouée à un monisme méthodologique. Elle ne reconnaît que la seule causalité mécaniste parce qu'elle attribue à celle-ci uniquement toute valeur cognitive, et au moins à une valeur cognitive plus élevée que la téléologie. C'est là une superstition métaphysique. Les deux principes de cognition, causalité et téléologie, sont du fait des limitations de la raison humaine
humaine imparfait. Il n'apporte pas de connaissance ultime. La causalité conduit à remonter à l'infini un enchaînement que la raison ne peut jamais achever. La téléologie est mise à défaut parce que la question est posée de savoir qu'est-ce qui meurt le premier moteur. Qu'est-ce qui meurt le premier moteur? Chaque idée de méthode s'arrête court devant un donné absolu qui ne peut être analysé et interprété. Le raisonnement et la recherche scientifique ne peuvent jamais fournir le total contentement de l'esprit, la certitude apolictique et la parfaite connaissance de toutes choses. Celui qui cherche cela doit s'adresser à la foi et essayer d'apaiser sa conscience en embrassant une croyance, une doctrine métaphysique. Si nous ne franchissons pas les bornes du domaine de la raison et de l'expérience, nous ne pouvons éviter de reconnaître que les hommes, nos semblables, agissent. Nous n'avons pas le droit de méconnaître ce fait pour nous attacher à un parti pris, à la mode et à l'opinion arbitraire. L'expérience quotidienne prouve non seulement que la seule méthode adéquate pour étudier les conditions de notre environnement non humain est fournie par la catégorie de causalité, elle ne prouve pas moins de façon convaincante que nos congénères sont des êtres qui agissent ainsi que nous sommes nous-mêmes. Pour comprendre ce qu'est l'action, il n'y a qu'un seul schéma d'interprétation et d'analyse utilisable, à savoir celui de fournir la connaissance et l'analyse propre, comportement intentionnel. Le problème de l'étude et l'analyse de l'agir des autres gens n'en est aucune façon lié au problème de l'existence d'une âme ou d'une âme immortelle, dans la mesure où les objections de l'empirisme, du behaviorisme et du positivisme s'adressent à une quelconque variante de la théorie de l'âme. Ces objections n'ont rien qui puisse servir à notre problème. La question que nous avons à traiter est de savoir s'il est possible de saisir intellectuellement ce qu'est l'agir humain, si l'on refuse de l'entendre comme un comportement chargé de signification et d'intention qui vise à atteindre des fins déterminées. Behaviorisme et positivisme veulent appliquer les méthodes des sciences au naturel empirique à la réalité de l'action humaine. Ils l'interprètent comme la réponse des stimuli. Mais ces stimuli eux-mêmes ne sont pas susceptibles de description suivant la méthode des sciences naturelles. Tout essai de les décrire doit nécessairement se référer à la signification des hommes agissant dans attachement. Nous pouvons appeler le fait d'offrir une marchandise à l'achat un stimulus. Mais ce qui est essentiel à une telle offre et la distingue d'autres offres ne peut être décrit sans pénétrer dans la signification des parties à l'acte attribué à la situation. Mais artifice dialectique ne saurait évaporer le fait que l'homme est poussé par l'intention d'atteindre certains objectifs. C'est le comportement intentionnel, c'est-à-dire l'action, qui est la matière d'étude de notre science. Nous ne pouvons aborder notre sujet si nous négligeons la signification que l'homme agissant attache à la situation, c'est-à-dire un état de données à faire et à son propre comportement à l'égard de cette situation. Il ne convient pas que le physicien recherche des causes finales, parce que rien n'indique que les événements qui sont le sujet d'étude de la physique doivent être interprétés comme le résultat des actions d'un être visant un objectif à la manière humaine. Il ne convient pas non plus que les paraxéologistes omettent de tenir compte de l'effet de la volition et de l'intention de l'être qui agit. Ce sont indubitablement des données de fait. S'ils omettaient, ils cesseraient d'étudier l'agir humain. Très souvent, mais non toujours, les événements en question peuvent être examinés à la fois du point de vue de la paraxéologie et de celui des sciences naturelles. Mais quelqu'un qui examine ce qui se passe dans un coup de feu au point de vue physique et chimique n'est pas un paraxéologiste. Il néglige précisément les problèmes que cherche à élucider la science du comportement intentionnel de l'homme, de l'effet bénéfique des instincts. La démonstration du fait qu'il y a seulement deux voies d'approche ouvertes à la recherche humaine, la causalité et la téléologie, est fournie par les problèmes qui se présentent à propos de l'effet bénéfique des instincts. Il y a des types de comportements qui, d'une part, ne peuvent pas être entièrement interprétés par les méthodes causales des sciences naturelles, mais d'autre part ne peuvent être considérés comme actions intentionnelles propres à l'homme. Afin de saisir un comportement de ce genre, nous sommes forcés de recourir à un artifice. Nous lui assignons le caractère d'une quasi-action. Nous parlons d'instinct bénéfique. Nous observons deux choses. La première est la tendance inhérente à un organisme vivant qui répond à un stimulus selon un schéma constant. Et la deuxième, les effets favorables de ce genre de comportement sur le développement et la préservation des forces vitales de cet organisme. Si nous étions en mesure d'interpréter ce comportement comme résultant de la poursuite intentionnelle de certains objectifs, nous l'appellerions action et l'étudierons selon les modes théologiques de la paraxéologie. Mais comme nous avons décelé aucune trace d'un esprit conscient derrière ce comportement, nous supposons qu'un facteur inconnu, nous l'appelons instinct, a été coopératif. Nous disons que l'instinct dirige un comportement animal quasi intentionnel et les réponses inconscientes, mais néanmoins bénéfiques des muscles et des nerfs chez l'homme. Cependant, le simple fait
que nous hypostasions l'élément inexpliqué de ce comportement comme une force que nous nommons instinct n'élargit point notre connaissance, nous ne devons jamais oublier que ce mot d'instinct n'est rien de plus qu'un repère indiquant le point au-delà duquel nous sommes incapables jusqu'à présent, du moins de pousser notre examen scientifique. La biologie a réussi à découvrir une explication naturelle, c'est-à-dire mécaniste pour nombre de processus qui jadis étaient attribués aux effets des instincts. Néanmoins, de nombreux autres sont restés qui ne peuvent être interprétés comme des réponses mécaniques ou chimiques à des stimuli mécaniques ou chimiques. Les animaux manifestent des attitudes qui ne peuvent être comprises autrement qu'en supposant qu'un facteur directif est intervenu. Le propos du behaviorisme d'étudier l'agir humain de l'extérieur par les méthodes de la psychologie animale et illusoire, dès l'instant où le comportement animal va au-delà de simples processus physiologiques tels que la respiration et le métabolisme, ils ne peuvent être interprétés qu'en courant au concept de signification développé par la paraxiologie. Le behaviorisme aborde l'ordre, l'objet de ses investigations avec les notions humaines d'objet et de réussite. Il applique inconsciemment à son sujet d'étude le concept humain de profitabilité et de nocivité. Il se cache lui-même la vérité en excluant toute référence verbale à la conscience des situations et l'intention d'obtenir un résultat. En fait, son esprit cherche partout les finalités. Et il mesure toute attitude avec l'étalon d'une notion confuse de probabilité. La science du comportement humain au-delà de ce qui relève de la physiologie ne peut renoncer à se référer à la signification et à l'intention. Elle ne peut rien apprendre de la psychologie animale ni de l'observation des réactions inconscientes des enfants nouveau-nés. Ce sont au contraire la psychologie animale et la psychologie infantile qui ne peuvent se passer de l'aide fournie par la science de l'agir humain. Sans les catégories paraxiologiques, nous n'aurions aucun point de repère pour concevoir et comprendre le comportement aussi bien des animaux que des enfants incapables de parole. L'observation du comportement instinctif des animaux remplit l'homme d'étonnement et soulève des questions auxquelles il ne peut donner la réponse satisfaisante. Toutefois, le fait que les animaux et même les plantes réagissent de façon quasi intentionnelle n'est plus ni moins miraculeux que le fait que l'homme pense et agisse, que l'univers inorganique présente effectivement les concordances fonctionnelles décrites par la physique, et que dans l'univers organique il se produit des processus biologiques, tout est miraculeux, et en ce sens c'est un donné ultime dans notre esprit en recherche. Un donné ultime de ce genre, voilà ce que nous appelons l'instinct animal. Comme les concepts du mouvement, de force, de vie et de conscience, le concept d'instinct lui aussi n'est qu'un simple mot pour évoquer un donné ultime. Assurément, il ne peut ni expliquer, ni quoi que ce soit indiquer une cause efficiente au premier. De la parole de la fin absolue. Afin d'éviter toute interprétation erronée de la catégorie praxéologique, il semble expédiant de souligner un truisme. La praxéologie, comme les sciences historiques relatives à l'activité humaine, traite de l'action intentionnelle humaine. Lorsqu'elle parle des fins, ce qu'elle considère, ce sont les objectifs auxquels tendent les hommes qui agissent. Lorsqu'elle parle de signification, elle se réfère à la signification que les hommes, en agissant, attachent à leurs actions. La praxéologie et l'histoire sont des manifestations de l'esprit humain, et comme telles sont conditionnées dans les aptitudes intellectuelles des hommes mortels. La praxéologie et l'histoire ne prétendent rien avoir des intentions d'un esprit absolu ou objectif, ni d'une signification objective inhérente au cours des événements et de l'évolution historique, ni des plans que Dieu, ou la nature, ou l'esprit du monde, ou de la destinée manifeste s'efforce de réaliser en dirigeant l'univers dans les affaires des hommes. Elles n'ont rien en commun avec ce qu'on appelle philosophie de l'histoire. Elles ne prétendent pas, comme les ouvrages de Hegel, Comte Marx et d'une foule d'autres écrivains, révéler quoi que ce soit sur la signification véritable, objective et absolue de la vie de l'histoire. L'homme végétatif. Certaines philosophies conseillent à l'homme de chercher comme but ultime de leur conduite la renonciation totale à l'action. Elles regardent la vie comme un mal absolu, rempli de douleurs, de souffrances, d'angoisses, et nient péremptoirement à tout effort intentionnel humain la possibilité de rendre ce mal tolérable. Le bonheur ne peut s'obtenir que par l'extinction complète de la conscience et de la volition de la vie. La seule route vers la béatitude et le salut consiste à se rendre parfaitement passif, indifférent et inerte comme les plantes, de souverain bien et de renoncer à penser et à agir. Telle est l'essence des doctrines des diverses philosophies des Indes, spécialement du bouddhisme, et aussi de Schopenhauer. La paraxiologie n'a aucun commentaire à en faire. Elle est neutre à l'égard de tout jugement de valeur et de tout choix d'objectif ultime. Sa tâche n'est pas d'approuver ou de désapprouver, mais de décrire ce qui est la matière qu'étudie la paraxiologie et l'agir humain. Elle s'occupe de l'homme et de son action, non de l'homme changé en plante et réduit à une simple existence végétative.
Première partie, l'agir humain. Chapitre 2, les problèmes épistémologiques des sciences de l'agir humain. 1. Paraxiologie et histoire. Il y a deux branches principales des sciences de l'activité humaine, la paraxiologie et l'histoire. L'histoire est le rassemblement et l'arrangement systématique de toutes les données de l'expérience concernant les actions de l'homme. Elle traite du contenu concret de l'agir humain, elle étudie toutes les entreprises humaines dans leur multiplicité et leur variété infinie, et toutes les actions individuelles avec leur implication accidentelle, spéciale particulière. Elle scrute les idées qui guident les hommes en action et le résultat des actions accomplies. Elle embrasse sous tous leurs aspects les activités humaines. Elle comporte une part l'histoire générale et d'autre part l'histoire de divers champs restreints. Il y a l'histoire de l'activité politique, militaire, les idées, de la philosophie, des activités économiques, de la technologie, de la littérature, de l'art, de la science, de la religion, des mœurs et coutumes, et de bien d'autres domaines de la vie des hommes. Il y a l'ethnologie, l'anthropologie dans la mesure où elles ne font pas partie de la biologie. Il y a aussi la psychologie dans la mesure où elle n'est ni physiologie, ni épistémologie, ni philosophie. Il y a la linguistique dans la mesure où celle-ci n'est ni logique, ni physiologique du langage. Le champ d'étude de toutes les sciences historiques est le passé. Elles ne peuvent nous enseigner rien qui soit valable pour toutes les actions humaines, c'est-à-dire aussi bien pour l'avenir. L'étude de l'histoire rend un homme sage et judicieux, mais elle ne procure pas elle-même aucun savoir ou talent qu'on puisse mettre en œuvre pour accomplir des tâches concrètes. Les sciences naturelles aussi s'occupent du fait passé. Toute expérience est l'expérience de quelque chose de passé. Et il n'y a pas d'expérience des choses qui se produiront dans l'avenir, mais l'expérience à laquelle les sciences naturelles doivent tout leur succès et leur expérience de l'expérimentation dans laquelle les facteurs élémentaires de changement peuvent être observés, isolés les uns des autres. Les faits amassés de la sorte peuvent être utilisés pour l'induction, procédé particulier d'enchaînement déductif qui a donné la preuve pragmatique de son efficacité, bien que le problème de sa caractérisation épistémologique n'ait pas reçu jusqu'à présent de solution satisfaisante. Les expériences à traiter, les sciences de l'activité humaine est toujours une expérience de phénomènes complexes. Aucune expérimentation de laboratoire ne peut être exécutée en ce qui concerne l'action de l'homme. Nous ne sommes jamais en mesure d'observer le changement d'un seul élément. Toutes les autres circonstances impliquées dans les événements restent inchangées. L'expérience historique, l'expérience de phénomènes complexes, ne nous présente pas d'effets au sens où les sciences naturelles emploient ce terme pour désigner des faits isolés et prouvés par expérimentation. L'information fournie par l'expérience historique ne peut être employée comme matériau pour construire des théories et prédire des événements futurs. Chaque expérience historique est susceptible d'interprétations diverses et en fait interprète des différences générales. Les postulats du positivisme et des écoles métaphysiques du même genre sont par conséquence illusoires. Il est impossible de réformer les sciences de l'activité humaine suivant le modèle de la physique et des autres sciences naturelles. Il n'y a pas moyen d'établir une théorie a posteriori de la conduite humaine et des faits sociaux. L'histoire ne peut ni prouver ni réfuter quelque affirmation générale que ce soit, à la manière dont les sciences naturelles acceptent ou rejettent une hypothèse au vu des expériences de laboratoire. L'expérimentation ne peut servir à vérifier ni à réfuter aucune proposition générale dans ce domaine. Des phénomènes complexes dont l'apparition implique une combinaison de plusieurs chaînes causales concomitantes ne peuvent servir de preuve pour une ou contre une théorie. De tels phénomènes, au contraire, ne deviennent intelligibles qu'à travers une interprétation en termes de théorie antérieurement élaborée à partir d'autres sources. Dans le cas de phénomènes naturels, l'interprétation d'un événement ne doit pas contredire les théories vérifiées de façon satisfaisante par expérimentation. Dans le cas des événements historiques, il n'existe pas de restrictions de ce genre. Les commentateurs restent toujours en mesure de recourir à des explications complètement arbitraires. Là où il faut expliquer quelque chose, l'esprit humain n'a jamais été à court pour intervenir. Quelques théories ad hoc imaginaires étaient pourvues de justifications logiques. Dans le domaine de l'histoire humaine, une limitation semblable à celle de la théorie établie expérimentalement impose aux essais pour interpréter et élucider des événements déterminés d'ordre physique, chimique et physiologique fournis par la paraxiologie. La paraxiologie est une science théorique et systématique et non une science historique. Son champ d'observation est d'agir et l'agir de l'homme en soi indépend de toute circonstance de l'acte concret, qu'il s'agisse de cadre, de temps ou d'acteurs. Son mode de cognition est purement formel et général sans référence au contenu matériel ni aux aspects particuliers du cas qui se présente. Elle vise à une connaissance valable de toutes les situations où les conditions correspondent exactement à celles impliquées dans ces hypothèses et déductions. Ces affirmations et ces propositions ne sont pas déduites de l'expérience. Elles sont comme celles des mathématiques et de la logique a priori. Elles ne sont pas susceptibles d'être vérifiées ou qu'on trouvait sur la base d'expériences et de faits. Elles sont à la fois logiques et chronologiquement antécédentes
compréhension de faits historiques. Elles sont un préalable nécessaire de toute saisie intellectuelle des événements historiques. Sans elles, nous ne serions capables de voir dans le cours des événements rien d'autre qu'un kaléidoscope de changements, un magma chaotique. Le caractère formel et a priori de la praxéologie. Une tendance à la mode de la philosophie contemporaine est de dénier l'existence de toute connaissance a priori. Tout savoir humain dit on dérive de l'expérience. Cette attitude peut aisément se comprendre comme une réaction outrée aux divagations de la théologie et comme une philosophie mal conçue de l'histoire de la nature. Les métaphysiciens étaient avides de découvrir par intuition les préceptes moraux, la signification de l'évolution historique, les propriétés de l'âme et de la matière et les lois gouvernant les phénomènes physiques, chimiques et physiologiques. Leurs spéculations éthérées témoignent d'une indifférence béate pour le savoir terre à terre. Ils étaient convaincus que, sans aucune référence à l'expérience, la raison pouvait expliquer toutes choses et répondre à toutes les questions. Les sciences naturelles modernes doivent leur succès à la méthode d'observation et d'expérimentation. Il est indubitable que l'empirisme et le pragmatisme ont raison pour autant qu'ils décrivent les procédures des sciences naturelles, mais il n'en est pas moins certain qu'ils ont entièrement tort en s'efforçant de rejeter de toute connaissance a priori et de caractère la logique, les mathématiques et la praxéologie, soit comme des disciplines empiriques et expérimentales, soit comme de simples tautologies. En ce qui concerne la praxéologie, les erreurs des philosophes découlent de leur ignorance complète de l'économie et souvent de leur choquante insuffisance de connaissances historiques. Aux yeux du philosophe, le traitement des questions philosophiques est une sublime et noble vocation qui ne doit pas être mise au même rang inférieur que les activités rémunératrices. Le professeur est vexé de ce qu'il tire un revenu de philosopher. Il est choqué de penser qu'il gagne de l'argent comme un artisan ou un ouvrier agricole. Les affaires d'argent sont choses mesquines. Le philosophe qui explore les éminemment problèmes de la vérité, des valeurs absolues et éternelles, ne devrait pas souiller son esprit en prêtant attention aux problèmes de l'économie. La question de savoir s'il y a ou non des éléments a priori de la pensée, c'est-à-dire des conditions intellectuelles nécessaires et inéluctables pour penser antérieurement à tout exercice effectif de la faculté de concevoir et d'exprimer, ne doit pas être confondue avec le problème génétique de la façon dont l'homme a acquis sa capacité mentale, caractéristique humaine. L'homme est la descendance d'ancêtres non humains à qui manquait cette capacité. Ces ancêtres étaient dotés de certaines potentialités qui, dans le cours des âges, les transforma en des êtres ayant une raison. Cette transformation fut accomplie sous l'influence d'un empire cosmique changeant, s'exerçant sur les générations successives, d'où l'empiriciste conclut que les principes fondamentaux du raisonnement sont le fruit de l'expérience et représentent une adaptation de l'homme à son milieu. Cette idée conduit, lorsqu'on la suit de façon cohérente, à la conclusion supplémentaire qu'il y a entre nos ancêtres préhumains et l'Homo sapiens divers stades intermédiaires. Il y a eu des êtres qui, bien que non encore dotés de la faculté humaine de raison, disposaient de quelques éléments rudimentaires de raisonnement de l'esprit. En eux n'étaient pas encore logiques, mais pré-logiques, ou plutôt imparfaitement logiques. Leurs actions logiques a éclipsé et a complètement évolué pas à pas vers l'état logique. La raison, l'intellect et la logique sont des phénomènes historiques. Il y a une histoire de la logique comme il y a une histoire de la technologie. Rien ne suggère que la logique telle que nous la connaissons soit le dernier et l'ultime stade de l'évolution intellectuelle. La logique humaine est une phase historique entre la non-logique préhumaine d'une part et la logique superhumaine de l'autre. La raison et l'esprit, cet équipement le plus efficace des êtres humains dans leur lutte pour survivre, sont charriés dans le flux continuel des événements zoologiques. Ils ne sont ni éternels, ni inchangeables, ils sont transitoires. De plus, il est hors de doute que chaque être humain répète dans son évolution personnelle non seulement la métamorphose physiologique, qui va de la simple cellule à un organisme hautement compliqué de mammifère, mais tout autant la métamorphose spirituelle depuis une existence purement végétative et animale jusqu'à un esprit raisonnable. Cette évolution n'est pas achevée pendant la vie prénatale de l'embryon, mais seulement plus tard, lorsque le nouveau-né, l'enfant s'éveille pas à pas à la pleine conscience de l'homme. Ainsi tout homme, dans sa première jeunesse, partant des profondeurs de l'obscur, chemine au long des divers stades de la structure logique de l'esprit. Puis il y a le cas des animaux. Nous nous rendons pleinement compte du fossé infranchissable qui sépare notre raison des processus réactifs de leur cerveau et de leurs nerfs. Mais en même temps, nous devinons qu'à des forces en eux cherchaient désespérément à l'atteindre. La lumière de la compréhension, ce sont comme des prisonniers aspirant à rompre l'envoûtement de l'éternelle obscurité et de l'irrésistible automatisme. Nous éprouvons leurs angoisses parce que nous sommes nous-mêmes dans une situation analogue, heurtant vainement les limites de notre équipement intellectuel. Nous nous efforçons sans succès d'atteindre une inaccessible plénitude de connaissances. Mais le problème de l'a priori
et une autre nature. Il ne s'agit pas ici de savoir comment la conscience mentale et la raison ont émergé. L'on se réfère au caractère essentiel et nécessaire de la structure logique de l'esprit. Les relations logiques fondamentales ne sont pas susceptibles de preuves ou de réfutation. Tout essai pour les prouver doit s'appuyer implicitement sur leur validité. Il est impossible de les expliquer à un être qui ne possède pas pour son propre compte les efforts pour les définir en se conformant aux règles de définition ne peuvent qu'échouer. Ce sont des propositions premières antécédant à toute catégorie logique autre que celle-là, sous quelque forme qu'elles puissent paraître à d'hypothétiques êtres humains. Elles sont, pour l'homme, inéluctables et absolument nécessaires. Elles sont la condition première et indispensable de la perception et de l'expérience. Elles ne sont pas moins la condition préalable et indispensable de la mémoire. Il y a une tendance dans les sciences naturelles à décrire la mémoire comme un cas particulier d'un phénomène plus général, tout organisme vivant conservant les effets d'une stimulation antérieure et l'état présent de la matière inorganique est modelé par les effets de toutes les influences auxquelles elle a été exposée dans le passé. L'état présent de l'univers est le produit de son passé. Nous pouvons donc, dans un sens métaphorique lâche, dire que la structure géologique de notre globe conserve la mémoire des changements cosmiques antérieurs, et que le corps de l'homme est la sédimentation des destinées et vicissitudes de ses ancêtres et de ses anciennes propres. Mais la mémoire est quelque chose d'entièrement différent du fait de l'unité structurelle et de la continuité de l'évolution cosmique. C'est un phénomène de conscience et comme tel, conditionné par l'a priori logique, la psychologie, les psychologues ont été déconcertés par le fait que l'homme ne se rappelle rien de son existence comme embryon et nourrisson. Freud a essayé d'expliquer cette absence de souvenir comme étant le résultat de la suppression de réminiscences indésirées. La vérité est qu'il n'y a rien à se rappeler des états inconscients. L'automatisme animal et les réponses inconscientes aux stimulations physiologiques ne sont ni pour les embryons et les nourrissons, ni pour les adultes matière à souvenir. Seuls les états conscients peuvent être évoqués par la mémoire. L'esprit humain n'est pas une table rase sur laquelle les événements antérieurs écrivent leur propre histoire. Il est équipé d'un jeu d'outils pour saisir la réalité. L'homme a acquis ces outils, c'est-à-dire la structure logique de son esprit au cours de son évolution depuis l'abîme jusqu'à son état actuel. Mais ces outils sont logiquement antérieurs à toute expérience quelconque. L'homme n'est pas simplement un animal entièrement soumis aux stimulus déterminant inéluctablement les circonstances de la vie. Il est un être agi, et la catégorie de l'agir est logique, antécédant à tout état concret. Le fait que l'homme n'ait pas de pouvoir créateur d'imaginer des catégories en désaccord avec les relations logiques fondamentales et avec les principes de causalité et de téléologie nous impose ce que l'on peut appeler l'apriorisme méthodologique. Tout un chacun, dans sa conduite quotidienne, porte témoignage sans cesse de l'immutabilité et de l'universalité des catégories de pensée et d'action. Celui qui adresse la parole à ses semblables, qui désire les informer et les convaincre, qui interroge et répond aux questions d'autrui, peut se comporter de la sorte uniquement parce qu'il peut faire appel à quelque chose qui est commun à tous, à savoir la structure logique de l'esprit humain, l'idée que A puisse être en même temps non A, et que préférer A et B puissent être en même temps préférés B à A est simplement inconcevable et absurde pour un esprit humain. Nous ne sommes pas en mesure de comprendre une sorte de quelque pensée prélogique ou métalogique. Nous ne pouvons penser un monde sans causalité ni téléologie. Il n'importe pas à l'homme qu'il y ait ou non, au-delà de la sphère accessible à l'esprit humain, d'autres sphères où existe quelque chose qui diffère par ces catégories de pensée de l'agir humain. Nulle conscience ne parvient de ces sphères à un esprit humain. Il est oiseux de demander si les choses en soi sont différentes de ce qu'elles nous apparaissent et s'il y a des mondes que nous ne pouvons comprendre et des idées que nous ne pouvons saisir. Ce sont des problèmes hors du champ de la cognition humaine. Le savoir humain est conditionné par la structure de l'esprit humain. Il choisit l'agir humain comme objet de ses études. Il ne peut avoir en vue que les catégories de l'action qui sont propres à l'esprit humain et sont la projection de cet esprit sur le monde extérieur, en changement et devenir. Tous les théorèmes de la paraxiologie se réfèrent uniquement à des catégories de l'action et sont valides seulement dans l'orbite où elles règnent. Elles ne prétendent fournir aucune information sur les ondes et des relations dont nul n'a jamais rêvé et que nul ne peut imaginer. Ainsi, la praxéologie est humaine à un double titre. Elle est humaine parce qu'elle revendique pour ses théorèmes de la sphère définie avec précision, des hypothèses de base, une validité universelle pour tout agir humain. Et elle est humaine en outre parce qu'elle s'intéresse seulement à l'agir humain et n'aspire rien à savoir concernant l'agir non humain, qu'il soit sous-humain ou supra-humain.